Alors, bonjour tout le monde. On est très content de vous retrouver pour notre deuxième moment consacré aux élections européennes. Donc, on s'est vu la semaine passée avec un certain nombre d'entre vous. Et puis, on se retrouve maintenant pour un débat de nature plus franchement politique, puisque cette fois-ci, on a invité des candidats ou des représentants des différents partis. Alors, vous voyez qu'ils sont a priori 5, sauf qu'il y a encore une chaise vide. Alors, on attend toujours Maria Arena pour le PS qui doit être perdue dans les parkings, on n'en sait rien, mais elle va finir par arriver, j'imagine. Et puis, l'autre petite communication, c'est qu'évidemment, on avait aussi invité un 6e parti qui est le PTB, mais qui n'a trouvé personne à nous envoyer aujourd'hui. Donc, ils ont finalement décliné l'invitation pour ce midi. Voilà, alors je ne vais pas présenter individuellement les candidats parce que ça va être leur première charge, leur premier devoir aujourd'hui, c'est de se présenter chacun en 1 minute en expliquant un tout petit peu leur engagement européen. Alors, je voudrais, avant de leur céder la parole, d'abord les remercier très chaleureusement de s'être déplacés jusqu'à Louvain-la-Neuve et de prendre du temps pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Je voudrais aussi vous remercier, vous, parce que vous avez complètement joué le jeu. On a lancé ce Google Doc pour recevoir vos choix de thématiques et recevoir vos questions. C'était très intéressant de vous lire et de recevoir vos questions. Comme d'habitude, le travail collaboratif avec nos étudiants, c'est un vrai plaisir et c'est vraiment intéressant. Alors, je vais vite rappeler la méthode de travail pour qu'ils sachent exactement où ils vont. Donc, d'abord, 1 minute pour se présenter, et puis ensuite, on va passer sur 3 thématiques qui ont été choisies par vous, la transition climatique, la question migratoire et l'Europe sociale. Sur chacun de ces thèmes, chaque candidat s'exprimera librement pendant 2 minutes environ, au départ d'une question générale qui vient de vos questions. Et puis après cela, quand ils auront chacun adressé la question de manière générale, eh bien, ils vont devoir répondre à une question qui correspond à un numéro qu'ils vont tirer au sort. Et donc, chacun répondra à une des questions que vous nous avez envoyées. Nous, on les a classées de 1 à 5. Eux, ils vont tirer un petit numéro et celui qui tire le numéro 2 devra répondre à la question 2. Ça va ? Et ils garderont leur numéro sur chacun des 3 thèmes. Si ça vous convient, mais on ne vous a pas donné le choix, en fait. Voilà. Alors après, on s'est dit que ce serait intéressant d'entendre chacun des représentants de partis qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui pendant à peu près 2 minutes sur un thème que eux choisissent. Qu'est-ce qu'ils ont envie de communiquer, de vous donner à vous? Quel est le message important sur l'Union européenne sur lequel eux veulent mettre l'accent? Et puis après, on aura normalement encore un temps de débat général avec des questions diverses que vous nous avez posées et des questions qui peuvent venir de la salle. Alors, donc, on va refaire circuler le petit panier pendant le temps de débat. Et vous avez ici des feuilles sur lesquelles vous pouvez déchirer, inscrire des petites questions et ça va revenir vers nous. On pourra les utiliser en alternance avec d'autres questions qu'on a déjà reçues pendant le débat général à la fin. Ça va ? Bon, ça paraît compliqué, mais tout va bien aller. Alors, on va d'abord laisser la parole à chacun pour se présenter en expliquant un petit peu son engagement européen en 1 minute. Et je propose tout simplement de commencer par Madame Persone, si elle veut bien. Il y a des micros, en fait, il y a 2 micros, voilà, qui doivent vous simplifier. Voilà, ils doivent être branchés. Alors, d'abord, merci pour l'invitation, merci d'être là, merci pour l'organisation. Je pense que c'est vraiment très positif de pouvoir parler de l'Europe et des politiques européennes. Alors, je m'appelle donc Caroline Persone, je suis 2e sur la liste européenne DEFI, donc DEFI, démocrate, fédéraliste, indépendant. Je suis juriste, je sors de cette université-ci, avant, en Candie, j'étais à Namur. Donc, je sais pas, j'ai des angoisses. Le mois de mai à Louvain-la-Neuve, je ne sais pas, j'ai des angoisses comme ça qui reviennent. Je suis députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la région bruxelloise depuis un peu plus de 20 ans.
Et j'ai décidé de mettre un terme à ce travail parlementaire et de m'investir dans des projets plus culturels, mais je voulais être candidate aux élections européennes. Je ne pense pas que je serai élue, mais enfin peut-être que oui. Mais je voulais être candidate aux élections européennes pour combattre l'euroscepticisme, pour combattre le nationalisme. Ça me paraissait indispensable. Okay. Voilà. Et puis je suis maman de 3 enfants qui sont ou ont été étudiants ici aussi. Voilà. Merci et idem pour les remerciements pour tout le monde. Je suis aussi ancien étudiant d'ici, dans cette salle d'ailleurs. Il n'y a que les bancs qui ont changé, donc la faculté d'économie à l'origine, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et ma passion à l'époque était l'Europe et le fait de créer une monnaie unique. Et donc mon premier travail a été à la Commission européenne comme stagiaire à l'ECU. C'était en 79, donc ça remonte loin. Et à l'époque, j'avais un professeur qui était merveilleux, qui s'appelle Robert Triffin. Il y en a d'autres, hein, ils sont même ici, il y en a un merveilleux aussi, qui disait on ne peut pas vivre dans une société en prétendant qu'on est démocrate et avoir une monnaie qui est hégémonique pour le monde. Et donc, le dollar occupe cette place. Ma passion, j'ai travaillé au Fonds monétaire après, à la BERD, à la Banque européenne de reconstruction et de développement, et entre les deux, à McKinsey. Et puis, je me suis dit, le monde est fou. Tous les politiques parlent de croissance, mais c'était déjà, j'avais 38 ans, j'en ai 62. Donc. Et donc, j'ai pris le maquis du système parce que la croissance, c'est un leurre. D'abord, tout le monde maintenant utilise, on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et du coup, je suis rentré à une fondation qui est le WWF, le Fonds mondial pour la nature, parce qu'il y avait la comptabilité de la nature qui s'appelait, et qui est devenue l'empreinte écologique que j'ai aidé à développer. Et je crois que nous devons changer notre manière de comptabiliser, notre manière de regarder l'empreinte écologique et l'IDH. L'indice de développement humain de l'OCDE sont des indicateurs beaucoup plus performants en termes de bien-être pour les habitants. Voilà pourquoi j'ai demandé à mon parti de pouvoir me présenter. Je suis premier échevin ici à Outigny-Louvain-la-Neuve, à l'Europe et uniquement à l'Europe, parce que c'est ma passion, mais c'est aussi, donc ma conviction, mais c'est aussi l'urgence, et vous l'avez mentionné, je pourrai le détailler après. Bonjour à tous. Est-ce qu'il marche? Oui, ça marche, oui. Je m'appelle Valérie Glatini. Moi, je ne suis pas une politicienne professionnelle. C'est la première fois que je me présente aux élections européennes. Donc, je suis plutôt une technicienne parce que je travaille au cabinet du président du Parlement européen. J'ai pris un congé sans solde pour faire la campagne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est un projet tout à fait personnel pour moi. Je travaille au Parlement européen et mon compagnon est allemand. Je viens des Ardennes et comme vous savez, c'est la région où il y a eu cette grande bataille à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand j'ai présenté mon partenaire à ma grand-mère, elle était étonnée qu'il soit si sympathique parce que la dernière fois qu'elle en a vu un, il avait un fusil dans les mains probablement. Et donc, je trouve que ça n'a rien de normal qu'on puisse discuter aujourd'hui d'une politique de défense commune après tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est un fait en fait tout à fait extraordinaire qu'on a tendance à oublier. Et donc je voulais m'engager pour parler de ça, pour discuter des enjeux européens, parce qu'aussi j'entends beaucoup dire par des amis que le projet européen, c'est dépassé, ça ne marche pas, donc il vaut mieux casser l'outil. Je pense sincèrement qu'on ne peut pas aller maintenant de sommet européen en sommet européen en reportant sans cesse tous les dossiers difficiles qui quelque part, et cette stratégie qui déçoit considérablement les citoyens. Donc migration, fiscalité, Europe sociale. Je suis convaincue que maintenant on a un momentum pour arriver à décider. Et décider, ça veut dire laisser de côté la règle de l'unanimité et essayer d'agir à la majorité. Merci. Voilà, merci, bienvenue à tous et à toutes, et je suis ravi de partager cette tribune avec ces concurrents politiques qui ne sont évidemment pas des ennemis, tout au plus des adversaires. Mon nom est Olivier de Scuter, j'enseigne ici, donc je suis à domicile, comme Liverpool hier soir, n'est-ce pas? Je m'en réjouis d'ailleurs. Et mon engagement pour cette campagne est un engagement qui est vraiment dicté par trois impératifs. Le premier, c'est mon engagement de longue date sur les questions d'environnement. Je suis terriblement inquiet. Les scénarios du GIEC, des Nations Unies, qui nous disent, avec l'accord de Paris, on va vers un réchauffement de 3,2 degrés centigrades
à la fin de ce siècle sont en fait excessivement optimistes pour deux raisons. D'abord parce que... Bienvenue, Maria-Arena. D'abord parce qu'on a donc chacun une minute pour se présenter. Très bien. D'abord parce que nous avons des phénomènes de rétroaction positive, aussi bien au niveau de la calotte glaciaire de l'Arctique qu'au niveau des hydrates de carbone au fond des océans qui sont en train de fuiter vers l'atmosphère. Et les dernières données scientifiques que je vous épargne, pour ne pas créer une anxiété inutile, sont bien plus pessimistes que tout ce que j'avais lu auparavant. Je pourrais détailler ce point. Donc c'est la première raison de mon engagement, c'est le sentiment d'urgence. Si nous ne saisissons pas la première législature ou la prochaine législature européenne pour changer le cap de manière radicale, je pense que la bataille risque d'être perdue. Donc pour moi, c'est un impératif majeur et c'est au niveau européen que les principaux leviers se trouvent. Ma deuxième motivation concerne évidemment le fait que l'Europe est de plus en plus contestée, l'intégration européenne menacée. Pour la première fois depuis que je suis arrivé à l'âge adulte, on sent que cette crise est existentielle, notamment parce que dans plusieurs États, on parle beaucoup de la Pologne, de la Hongrie, mais il faut parler aussi de la Roumanie et de sa première ministre Dăncilă du Parti socialiste roumain. L'état de droit, la lutte contre la corruption sont gravement mises en cause. Et pour moi, c'est extrêmement important que l'on recrée la confiance mutuelle pour pouvoir avancer ensemble, notamment dans les domaines concernant la sécurité et la justice. Et puis, troisième motivation, c'est simplement que je crois que la société civile doit s'engager en politique. Il ne faut pas que la politique soit simplement le domaine réservé des professionnels. Et donc, je suis soucieux de rétablir ce lien entre les ONG, la société civile avec laquelle je travaille depuis longtemps et la politique. On sera plus strict avec toi sur le timing à l'avenir. Attention. Alors, on accueille Maria-Arena. Donc, l'idée, c'était d'abord de faire un premier round, 1 minute pour se présenter et parler de son engagement européen. 1 minute 30, finalement. Ok, merci. Désolée pour le retard. Je me perds toujours à Louvain-la-Neuve. Donc, voilà, je crois que j'ai une boussole qui ne fonctionne pas très bien. Et donc, voilà, moi, Maria-Arena, j'ai un engagement politique à gauche. Et cet engagement politique, je l'ai eu tant au niveau de la Belgique, au niveau régional, au niveau fédéral, pour travailler sur toutes les inégalités auxquelles on peut être confronté aujourd'hui dans nos pays, les inégalités de revenus, les inégalités entre les hommes et les femmes, les inégalités entre les migrants et les nationaux, tels qu'on peut les appeler. Et donc, pendant plus de 15 années, j'ai travaillé sur cette réalité qui était la réalité belge. Et très vite, je me suis rendu compte que si on n'allait pas lutter contre ces inégalités au niveau européen, eh bien, on pouvait faire beaucoup de batailles au niveau national, voire au niveau régional, mais en général, on les perdait parce qu'au niveau européen, on n'avait pas cette même bataille, ce même engagement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée au niveau européen, déjà depuis 5 ans. On a d'ailleurs travaillé ensemble, Olivier et moi, sur un certain nombre de dossiers. Et au niveau européen, je me suis vraiment battue sur 3 dossiers essentiels. Le premier, ce sont les accords commerciaux. Et souvent, au niveau européen, on a un problème sur la cohérence des politiques. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit qu'il faut un mix énergétique qui soit plus respectueux de l'environnement, et en même temps, on fait des accords commerciaux avec le Canada qui va exploiter les sables bitumineux et donc le pétrole qui est beaucoup plus polluant que ce qu'on a aujourd'hui actuellement dans les énergies fossiles. Et donc j'ai lutté, j'ai vraiment combattu avec Paul Magnette sur cette question-là, par exemple l'accord avec le Canada. Le deuxième dossier, c'était le dumping social, c'est la concurrence déloyale entre les travailleurs aujourd'hui en Europe. Je pense qu'il va falloir passer. Et le troisième, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Merci. Désolée. L'exercice est un peu frustrant, évidemment, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion, parce que les sujets choisis par nos étudiants, figurez-vous, sans grande surprise, enfin, ce sont des thématiques du moment et ils ne se trompent pas. Vous avez choisi de parler de transition climatique, d'Europe sociale et de la question migratoire. Ce sont vraiment les 3 thématiques qui ont reçu le plus votre intérêt. Alors, je propose de commencer par la première question, qui était la question climatique. On va déjà vous proposer de tirer un petit numéro qui correspondra à une question que vous recevrez par après. Mais l'idée maintenant, c'est pour chacun d'avoir à peu près 2 minutes
pour présenter ce que vous avez à dire et les actions concrètes que vous envisagez sur les thématiques qui ont été choisies par les étudiants. Ensuite, vous avez donc chacun tiré un petit numéro. Les étudiants avaient plein de questions beaucoup plus précises que ça. Et donc, on les a un peu résumées, listées de 1 à 5, et vous avez chacun un petit numéro pour lequel vous aurez de nouveau 1 minute de temps de réponse à peu près. Alors, sur la question climatique, la question était donc de savoir un petit peu ce que vous envisagez à titre individuel et en tant que parti, et surtout, quelle est la mesure concrète, quelle est la priorité que vous allez mettre en avant en termes de transition climatique. Alors peut-être qu'on peut commencer dans l'autre sens, si ça vous convient, de commencer par Madame Arena. Bien, au niveau européen, on a 3 outils qui permettent de travailler sur le climat. Le premier outil, c'est la norme, c'est-à-dire comment peut-on avoir une approche européenne pour diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on doit renforcer la norme européenne pour pouvoir rencontrer les objectifs qui ont été donnés par le GIEC. Il y a déjà une directive qui a été faite et il faut renforcer la directive, donc par la norme, c'est-à-dire imposer aux États membres, par directive, la question de l'émission de gaz à effet de serre. Je pense que c'est la première chose que l'on doit faire. L'Europe, c'est surtout un outil normatif, c'est-à-dire un outil qui permet de forcer les États membres à rentrer dans un objectif qui est l'objectif donné par le GIEC. Le deuxième objectif, le deuxième outil que nous avons, ce sont des incitants, c'est-à-dire avoir des outils de financement de solidarité qui permettent aux États membres d'aller plus vite par rapport à la norme, de pouvoir les aider par rapport à cette norme, parce que tout le monde n'est pas prêt de la même manière à faire cette transition énergétique. Et pour cela, il faut par exemple consacrer, c'est ce que nous demandons, vous savez, aujourd'hui en Europe, il y a 1 000 milliards d'évasion fiscale. Ces 1 000 milliards d'évasion fiscale, il est possible d'aller les chercher par la lutte contre l'évasion fiscale, par une harmonisation fiscale européenne, et donc d'aller chercher ces moyens. Et aujourd'hui, encore une fois, le GIEC dit qu'il faut 1,250 milliard d'euros d'investissement par an pour faire cette transition énergétique. Et donc, il faut aller chercher l'argent là où il est pour pouvoir aider les États membres par des fonds de solidarité. Ces 1 000 milliards d'euros doivent revenir effectivement dans des fonds qui permettent d'avoir des investissements sur, par exemple, de la mobilité plus douce, les trains, les transports publics. Et donc ça, c'est ce que nous devons aider, et aussi sur de la recherche et de la nouvelle technologie. Et le troisième point, c'est ce que je disais, c'est de la cohérence de politique. Il faut arrêter de dire nous voulons faire des économies qui sont des économies de transition et en même temps favoriser par les accords commerciaux des économies qui sont les économies fossiles telles qu'on les a aujourd'hui. Et donc il faut arrêter de faire les accords commerciaux tels qu'on les fait aujourd'hui en Europe et qui favorisent, je dirais, les partenariats avec les climato-sceptiques tels que M. Trump par exemple, mais bien d'autres encore aujourd'hui dans le monde. Merci beaucoup. Évidemment, moi j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Marie-Arena. Je trouve dommage que quand même au sein du groupe socialiste et démocrate, vous n'ayez pas tous voté contre le CETA, loin de là. Mais il y a certainement des alliances prometteuses pour l'avenir grâce à votre travail remarquable au Parlement européen. Alors, sur le changement climatique, moi je dirais qu'il y a plusieurs priorités. La première, c'est qu'il faut vraiment sortir de choix économiques, macroéconomiques qui sont focalisés sur la croissance du PIB. Cédric Dumonceau, dont j'admire le travail sur des indicateurs alternatifs de progrès, l'a déjà dit. Je pense qu'il faut vraiment se doter d'une autre boussole dans les politiques européennes et repenser une solution à ces problèmes urgents qui nous mobilisent, y compris la réduction de la pauvreté, par d'autres outils que simplement la croissance. Et il faut se donner d'autres mesures de progrès, aligner nos politiques sur un indicateur alternatif. On n'a pas le temps de développer. Deuxième chose, il faut évidemment, et j'endosse entièrement ce que Marie-Arena a dit à ce propos, que les accords commerciaux et les politiques commerciales prennent en compte les normes, non seulement environnementales, mais aussi sociales, et que dans les normes environnementales, l'on récompense par un meilleur accès à nos marchés les pays qui ont des engagements fermes, qu'ils respectent en matière notamment de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout à fait essentiel, parce que sinon, chaque fois qu'on va imposer des contraintes
aux acteurs économiques de nos territoires, la réponse est immédiate, c'est qu'ils s'exposent alors à une concurrence internationale déloyale et qu'ils ne peuvent pas opérer la transition au rythme où on voudrait qu'ils la fassent. Troisième impératif, il faut effectivement financer. Et il se fait que j'ai participé à la rédaction du pacte finance-climat, que vous le savez, l'économiste Pierre Laroutourou et le climatologue Jean Jouzel en France ont promu. Et ce pacte prévoit notamment, c'est un des deux outils, qu'une filiale de la Banque européenne d'investissement sera créée sous forme d'une banque du climat et de la biodiversité pour donner des prêts à taux zéro, pour investir de manière massive dans la transition énergétique, dans la transition vers l'agroécologie, dans le développement d'infrastructures de transport en commun, tout cela de manière à réduire notre empreinte écologique. Quatrièmement et dernièrement, très brièvement, je crois que l'Union européenne peut faire beaucoup plus pour soutenir les innovations sociales qui préparent la transition écologique à partir d'initiatives très locales, parfois conduites par les citoyens en matière d'alimentation, d'énergie, de mobilité, par exemple. Je prends un seul exemple d'une bonne avancée de l'Union européenne là-dedans, c'est les communautés énergétiques locales, les coopératives d'énergie citoyenne qui sont maintenant mieux soutenues. Merci. Simplement, pour commencer, je voulais souligner que nous comprenons évidemment les jeunes qui manifestent dans la rue parce que le changement climatique, c'est un fait. Et donc c'est le défi de votre génération, de la nôtre et probablement de la suivante aussi. Alors j'entends dire que les jeunes seraient contradictoires parce qu'ils veulent voyager, parce qu'ils ont un smartphone, etc. Bon, si c'est le cas, je suis contradictoire aussi, nous sommes tous contradictoires. Et donc c'est aux politiques de fixer le curseur et de résoudre la contradiction en fixant un cap pour le futur. Alors nous pensons qu'une société prospère, une société high-tech est tout à fait compatible avec une société écologique et que les citoyens ont évidemment raison de vouloir vivre dans un environnement entouré de végétation, ils ont raison de vouloir manger des produits sains, ils ont raison de se déplacer à vélo, et dans le même temps, ils ont aussi le droit de bénéficier d'une médecine de pointe, de passer une semaine dans une capitale étrangère et de vivre toujours plus vieux et en meilleure santé. Et donc, en fait, on pense qu'il est possible de lutter contre le changement climatique en misant sur l'innovation technologique. Et ce que nous voulons faire, c'est transformer un défi en opportunité, y compris en opportunité économique, par exemple en soutenant les entreprises qui innovent, les startups qui développent des solutions technologiques pour demain. Et donc on pense qu'on peut tenir nos engagements climatiques à condition, bien sûr, de mettre en place un véritable Green Deal au niveau européen qui combine un plan d'action avec des investissements. En fait, l'idée, c'est de dégager des financements pour des projets à haute valeur ajoutée climatique qui pourraient, donc par exemple dans le cas de la Banque européenne d'investissement, l'idée serait d'octroyer aux États membres des prêts à taux zéro. Nous voulons aussi plus de flexibilité dans les budgets nationaux parce que nous pensons que bien sûr la rigueur budgétaire c'est important, mais quand on a un défi aussi important devant nous que celui de la transition énergétique, nous pensons qu'un élément de flexibilité devrait pouvoir être accordé aux États membres par la Commission européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. S'il y avait une raison de maintenir l'Europe, c'est bien parce que nous avons ce défi du climat. Il n'y a pas d'autre manière que d'essayer de le résoudre en maintenant et en faisant fonctionner ces institutions et en les renforçant. Et donc, à tous ceux qui ont des velléités de dire il faut moins d'Europe, c'est ici, il faut plus d'Europe. L'instrument le plus puissant pour faire changer l'action et la manière d'opérer, c'est la fiscalité. Et très clairement, l'Europe n'a pas encore pris toutes les mesures pour pouvoir avoir une fiscalité qui soit convergente et non pas concurrente, et principalement dans des secteurs comme par exemple le kérosène. Vous avez parlé que ça coûte moins cher ou de polluer en avion. Mais moi, je désespère. J'ai voté à une époque où j'ai œuvré pour une Europe parce que je voulais que cette Europe prenne sa responsabilité. Eh bien, un cas concret, c'est le kérosène. C'est anormal que ni de TVA, ni de taxes, contrairement à l'essence que vous utilisez pour la voiture. Voilà des cas concrets. J'ai soutenu ici en 2017, Pierre Laroutourou est venu, et nous avons initié une réflexion sur l'Europe, c'était en 2017, et bien entendu, je suis totalement en soutien d'une politique où on a démontré que le politique, quand il a une volonté, peut dégager des puissances. C'est les banques. Les 1000 milliards dont Pierre Laroutourou parle, c'est parce qu'en fait, nous n'avons pas de politique monétaire commune. Et donc, si on veut maintenir cette Europe,
avoir cette ambition enthousiasmante d'être différent dans le monde. Et en termes d'empreinte écologique, nous sommes 2 fois inférieurs, si pas 3, aux États-Unis. Hein, bien sûr, on est supérieur à l'Afrique ou supérieur en termes de pollution ou en termes de contribution à cette pollution. Donc il faut une politique aussi énergétique commune. Pourquoi on a réussi l'Europe de l'agriculture, c'est-à-dire l'autonomie qui est importante pour nos populations? Pourquoi on ne le fait pas au niveau énergétique? Le soleil est au sud, les vents sont plutôt au nord, et donc de mutualiser. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut être beaucoup plus audacieux, et il faut se donner les outils, en plus de ceux qui ont été mentionnés. Merci. Oui, deux autres secteurs très importants aussi, la mobilité. On y reviendra. Et le bâtiment, puisque je suis fin de l'urbanisme. On y reviendra. À moi. Oui. Alors, c'est évidemment un enjeu crucial, fondamental. Je pense que grâce aux marches, ça a été une prise de conscience de tout le monde, de toute la société, des grands-parents jusqu'aux petits-enfants, et c'est très positif. Et c'est très positif que vous, les jeunes, vous investissiez dans ce domaine. Alors, évidemment, l'enjeu, la question climatique, ça dépasse nos frontières nationales, et il faut au moins l'action de l'Europe, mais il faut agir au niveau international. Mais il faut aussi qu'en Belgique, on ait des positions fortes et claires. Et c'est vrai que quand le lendemain d'une marche pour le climat, on voit la position de la Belgique sur la scène européenne, avec des abstentions, des votes négatifs, on est gêné. Et donc la première mesure, là, c'est d'avoir une ligne de conduite qui est droite et où l'on se tient à ses engagements. Et ça dépend aussi des partenaires, évidemment, d'une majorité. Dans notre programme, il y a différents points que vous avez cités, que l'on retrouve. C'est évidemment retrouver ces objectifs climat dans les accords commerciaux. C'est des mesures très concrètes à travers l'isolation des bâtiments, la taxation du kérosène et du fioul maritime à l'échelle européenne. En Belgique, la fin des voitures salaires. Ça va peut-être être dur et il faut accompagner, mais ce sont des mesures concrètes indispensables. Il faut aller plus loin. On a différentes propositions. J'en mets une seule en avant. Elle a été citée juste avant. Mais c'est vraiment un point sur lequel, au niveau de défi, nous avons travaillé avec un jeune ingénieur qui est candidat, lui, sur la liste fédérale. C'est la politique énergétique commune avec un vrai traité, comme un traité de Rome de l'énergie renouvelable. On a au niveau européen des situations topographiques, climatiques différentes, mais on veut mutualiser cela, que le soleil d'Espagne, du Portugal produise cette énergie solaire, qu'on la partage à travers un réseau commun. Je dois vous interrompre. Voilà, avec les forces hydrauliques plus au nord. Donc voilà, c'est ce point-là qui me semblait important de mettre en avant. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux questions que vous avez préparées. Donc, je vais demander à la candidate ou au candidat qui a pêché le petit 1, à Madame Arena. Et je vais lire une question qui a été posée par une étudiante ou un étudiant. Selon vous, quelles sont les actions citoyennes qui sont les plus efficaces pour appeler les dirigeants élus à défendre la cause climatique au niveau européen? Vous avez à peu près 1 minute. Mais, évidemment, les manifestations aujourd'hui qui montrent à quel point la question climatique touche tout le monde. Donc il y a eu les manifestations de jeunes qui ont été aussi soutenues par un certain nombre d'ONG, par un certain nombre de syndicats qui se sont exprimés. Donc je pense que la rue est toujours une manifestation intéressante par rapport aux politiques. Et je pense qu'il faut prendre la rue quand il y a des urgences telles que celle-là. Il y a aussi, et nous on a beaucoup travaillé au niveau du Parlement européen, avec les organisations non gouvernementales. Donc, c'est-à-dire de formaliser un certain nombre de revendications au travers d'organisations non gouvernementales qui structurent une pensée, qui travaillent une pensée, qui proposent concrètement un certain nombre d'actions.
parce que manifester dans la rue, c'est montrer à quel point il y a un consensus citoyen par rapport à une thématique, c'est important. Mais à un moment donné, il faut transformer la manifestation par un certain nombre de propositions. Nous, on a rencontré au Parlement européen des jeunes qui manifestaient dans la rue et on leur disait « mais quelles sont vos propositions concrètes ?» Et ils nous disaient « mais ce n'est pas à nous à faire les propositions, c'est à vous, responsables politiques, de transformer cela. » Et on a besoin de courroies de transmission et je pense que les ONG en font partie. Par exemple, le CNCD 11-11-11, par exemple, des organisations pour le climat, par exemple, des syndicats. Tout ça permet de transformer en propositions extrêmement concrètes qui alors peuvent être prises dans des programmes ou dans des actions politiques. Merci. Alors, qui a le numéro 2 ? Voilà, Madame Persson. Alors, la question qui nous a été soumise, elle concernait la cohérence des politiques européennes entre, d'une part, une politique en faveur de la transition climatique, mais une politique qui, au vu des étudiants ou de l'étudiante qui posait la question, favorisait quand même les géants de l'agroalimentaire. Et donc cette espèce de gap entre la transition énergétique, climatique et quand même la puissance de l'agroalimentaire. C'est moins simple que la première question. Ah oui. Oui, ils ont de belles questions, hein, nos étudiants. J'aurais donné plein d'exemples. Non, c'est vrai que c'est un problème de lecture des mesures qui sont prises. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une perte de confiance globale par rapport à la politique et par rapport à l'Europe, c'est ce manque de cohérence. Alors, comme on l'a dit, les mesures pour la question climatique, pour la transition climatique, doivent faire partie et des accords commerciaux et des décisions par rapport aux subsides européens. Et travailler un peu avec la carotte et le bâton, c'est dire vous aurez les subsides si vous développez une agriculture respectueuse de la terre, respectueuse de l'environnement. Et le bâton, c'est dire à un moment donné, stop, c'est difficile de dire vous êtes sanctionné, c'est difficile de le dire à des États membres par rapport aux droits de l'homme, et ce qu'on voit dans différents pays, mais c'est aussi difficile par rapport à des entreprises importantes. Nous avons, je termine, j'entends le bruit, oui, mais nous avons comme tête de liste au niveau européen Benoît Cassard, qui est un agriculteur, qui a, là, près de Ciney, une ferme avec 200 vaches. C'est respectueux de l'environnement et il expliquait qu'il y a déjà eu beaucoup d'efforts faits pour diminuer cette surproduction. On doit encore travailler dans ce sens-là, éviter la surproduction et travailler vers une agriculture respectueuse de l'environnement. Voilà. Merci beaucoup. Numéro 3. Alors, ça va permettre d'élaborer sur ce que vous avez déjà dit. Les porte-conteneurs se rendant à Anvers avec leur fioul lourd et les avions avec leur kérosène polluent plus que toutes les voitures et tous les camions belges réunis. Pourquoi et comment les sanctionner, eux, plutôt que les citoyens? Oui, j'ai déjà donné ma position, donc c'est clair que c'est pas du tout acceptable. Mais pour aller plus loin, ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on envoie des crevettes ou autre chose pour une main-d'œuvre qui est moins chère en Afrique, et puis que ça revienne soit par avion, soit par bateau. La même chose pour du bois vers la Chine, etc. Et donc, tout, de nouveau, revient à comment on fiscalise et comment on passe d'une fiscalité qui ne tue pas l'emploi, parce que pour l'instant, ça tue l'emploi, et qui détruit la nature. C'est clair que tant qu'on ne mettra pas un prix pour ce qui est vraiment rare, c'est-à-dire la vie sur Terre, c'est-à-dire l'air, l'eau, ce qui est essentiel à la vie, et les matières premières, bien entendu, tant qu'on n'arrivera pas à basculer en maintenant la sécurité sociale, en maintenant les systèmes de sécurité, et qu'on fiscalisera l'homme, eh ben, l'entrepreneur, lui, il n'a pas de choix. Il doit essayer d'aller au moins 10 ans, c'est-à-dire au moins cher. Donc il faut aller vraiment radicalement vers de nouveaux systèmes de financement, et en particulier, évidemment, pour ceux qui polluent le plus, c'est-à-dire le transport maritime ou le transport, quoique le maritime, c'est moins que l'avion. Donc voilà, c'est une question de volonté politique, et puisqu'on
On parle, vous avez 3 pouvoirs, hein, 3 vrais pouvoirs. C'est celui, bien sûr, de voter, c'est pour ça qu'on est ici, mais c'est aussi celui de comment vous allez acheter. Et je soutiens, par exemple, l'humusation, c'est acheter sa mort, en fait. C'est la dernière étape de vie. Et je rêve que la région wallonne soit pionnière dans l'humusation, qui est la manière de passer à trépas la plus légère possible. Mais il y a aussi, bien entendu, la manière dont chacun participe à des investissements et nos institutions. Et là, le politique peut jouer un rôle pour imposer, par exemple, pas... On va devoir vous interrompre. Voilà. Je reviendrai avec d'autres sujets. Alors, vous voyez que c'est difficile de tenir un temps de parole, vous, à qui on demande de s'entraîner pour les exposés oraux avec devant votre miroir et avec votre téléphone. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de difficile. Alors, on passe à... Numéro 4. Oui, on passe à la 4e question. Qui est la 4e ? Olivier. Alors, serait-il possible que dans un avenir proche, le climat devienne une compétence exclusivement européenne ? Ça doit être un juriste. Non, ça ne me paraît pas réaliste. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, les divisions entre les États membres sont plus grandes que jamais sur une série de questions, y compris celle du climat. On vient de le voir d'ailleurs avec une demande adressée par plusieurs États membres au Conseil européen qui va se réunir demain en Roumanie, à Sibiu, et on voit que certains États, l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie par exemple, ne partagent pas le sentiment d'urgence environnementale. Donc je doute très fort que l'on puisse aller vers de nouveaux transferts de compétences dans ce type de domaine. Ce qu'on peut faire, et je crois qu'il est démagogique de dire qu'on peut changer les traités pour l'avenir prévisible. Ce qu'on peut faire par contre, c'est utiliser à plein les compétences qui existent en matière, par exemple, de construction de l'Union de l'énergie. Cela commence à être fait avec un package réglementaire qui a été adopté en novembre 2018 et qui va dans le bon sens. On peut certainement aller vers plus de cohérence, et nous sommes tous d'accord là-dessus jusqu'à présent, et on peut miser sur ce que l'on fait en matière d'alimentation, d'énergie, de mobilité au niveau local pour que les politiques européennes soutiennent cela davantage. Merci beaucoup. Last but not least, on a beaucoup parlé de loi climat au niveau belge. Est-ce que l'idée d'une loi climat à l'échelle européenne, est-ce que c'est envisageable ? Oui, je pense que simplement ça porte un autre nom. On a entendu beaucoup d'idées exprimées à cet égard. On parle d'une loi climat, on parle d'un Green Deal, on parle d'un plan d'investissement massif. Dans tous les cas, je pense, comme M. Dumonceau l'a dit, que le niveau approprié pour agir, c'est en effet le niveau européen. Alors, on parle beaucoup de cohérence, et c'est en effet un mot-clé. On le sait, au Parlement européen, on peut avoir des problèmes, des divergences de vues entre, par exemple, la Commission agriculture, qui vote d'une certaine manière sur, par exemple, les fertilisants, et puis on a un autre vote en Commission environnement et santé publique, où quelquefois nous avons des contradictions internes. Nous sommes convaincus qu'une des mesures pour lutter pour davantage de cohérence serait d'utiliser, par exemple, l'introduction d'un vice-président qui serait en charge à la fois de la commission culture, de la commission agriculture et de la commission environnement et santé publique, de façon à assurer la cohérence interne. Une deuxième idée, ce serait d'instaurer ce qu'on appellerait un sustainability check. Donc l'idée, ce serait que chaque nouvelle politique, on puisse analyser ses conséquences, chiffrer avant son introduction sur le changement climatique. Et donc on pourrait très bien demander au futur candidat président de la Commission européenne de s'engager à cet égard. On a déjà ce qu'on appelle le subsidiarity check. On pourrait très bien imaginer que pour chaque nouvelle politique, avant même qu'il y ait cette législation, il y ait une analyse d'impact objectivée, chiffrée, pour évaluer l'impact sur le changement climatique. Merci. Merci beaucoup. On va passer à un autre thème qui est différent mais qui est lié, la question de l'Europe sociale. Alors on va repasser par Madame Persons pour entendre quelle serait la mesure concrète, votre priorité que vous êtes prêt à envisager pour faire avancer l'Europe sociale. Oui, sociale. Oui, sociale. On est passé. Ah non, on est passé. On passe à l'Europe sociale. La migration, on le fera après. Voilà. Bon. Sur l'Europe sociale,
on a parlé, vous avez parlé de la monnaie, de l'euro. C'est formidable d'avoir avancé sur une monnaie, sur l'économique, mais on n'a pas fait avancer en même temps, alors que ça devait être le cas, l'Europe politique et sociale, et de manière aussi forte et aussi intégrée, même si l'euro n'est pas encore partout et véritablement intégré. Et alors, la mesure essentielle au niveau de l'Europe sociale, c'est de travailler au niveau, pour moi et pour mon parti, de la formation et de l'emploi. Alors, la formation, c'est le renforcement des programmes Erasmus, pour les étudiants, bien sûr, mais aussi au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'échange des pratiques pour les travailleurs et des expériences. La liberté d'établissement, c'est essentiel, mais ça veut dire la fin d'une concurrence, d'un dumping social, et donc d'avoir une vraie politique cohérente en matière salariale, et de ne pas pouvoir aller chercher les travailleurs roumains qui sont moins chers pour faire le travail. Voilà. Que dire encore sur l'Europe sociale? L'Europe sociale, pour moi aussi, c'est l'Europe des personnes plus fragilisées. Hier, on était à un débat par rapport au handicap. On n'en parle pas assez souvent, mais il y a vraiment des progrès à faire dans les textes internationaux aussi et dans le quotidien. L'Europe, elle fait avancer notre quotidien avec des mesures pour le téléphone, pour la recherche, etc. Il faut aussi qu'il y ait des mesures fortes pour les personnes vulnérables, pour l'intégration, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Dumonceau. Ben, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de politique sociale si l'euro n'existait pas et s'il se détruit. Et c'est une des raisons pourquoi je m'y engage. Parce que si on n'a pas une unité commune, il n'y a pas moyen de déterminer, il y aura une concurrence au travers d'évaluations et autres. Et donc, aujourd'hui, il faut aller plus loin que Göteborg. Göteborg était une étape, puisque c'est l'Europe sociale qui a discuté, et il faut donner des moyens. Moi, je ne peux pas vivre dans une société, c'est pour ça que je suis humaniste, qui place l'argent avant les hommes et avant la vie. Le Bureau international du travail, le BIT, a moins de pouvoir que l'OMC. J'ai toujours trouvé ça scandaleux et inacceptable en termes juridiques. Qu'est-ce qui est le plus important? Évidemment, d'abord la vie, l'environnement, puisque sinon l'être humain sera rejeté. Il ne faut pas non plus tout de suite, il faut se battre, hein, voilà. Et puis l'humain, c'est-à-dire la tendance à développer chacun selon ses possibilités dans une société d'égal de droits, je dirais, de possibilités. Et ça, l'Europe peut jouer un rôle et doit jouer un rôle. D'abord, je pense, au sein de l'Union de l'euro, parce que sinon on va se disloquer. Par des coopérations renforcées, on peut le faire et on doit le faire. Sinon, c'est très clair que les puissances étrangères qui aujourd'hui souhaitent l'éclatement de l'euro, pas de l'Europe, ils souhaitent maintenir un marché unique, tant les Américains que les Russes n'ont aucun intérêt à ce que nous soyons forts et différents au niveau social. Merci. Merci. Je voudrais simplement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, bien entendu. Je voulais juste partir d'un constat, c'est que les indicateurs économiques font apparaître un tableau terriblement contrasté de l'Europe sociale. Donc le salaire minimum varie de 1 à 9 entre les États membres. Le taux de chômage, ça varie de 5% en République tchèque à 23% en Grèce. Même chose pour les investissements dans les systèmes de sécurité sociale. La Belgique consacre au moins 20% de son PIB, alors que d'autres États membres y consacrent à peine la moitié. Donc c'est clair qu'on doit à tout prix harmoniser nos normes sociales en partant des meilleures pratiques, et que surtout il faut éviter à tout prix de se faire concurrence entre nous. Donc l'avenir de l'Union européenne, ça passera par rendre l'Union européenne plus compétitive par rapport aux autres blocs, et surtout pas par une concurrence interne. Alors donc, nous sommes convaincus qu'il faut remettre sur la table l'idée d'harmoniser le salaire minimum européen,
qu'il faut également, ça a été évoqué par Caroline, mieux lutter contre le dumping social. Notre pays est troisième en termes d'accueil de travailleurs étrangers. Et donc c'est la raison pour laquelle on a soutenu la révision de la directive sur le détachement des travailleurs. Il est impératif de lutter pour avoir le respect du principe un même salaire pour un même travail en un même milieu. Nous pensons que, bien sûr, la liberté de circulation, c'est capital. Il ne s'agit pas de la diaboliser, mais il faut à tout prix éviter une sorte de Far West dans le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? Comme vous le savez, on a évoqué à plusieurs reprises le socle européen des droits sociaux. On en est très heureux, évidemment. Maintenant, il s'agit seulement de grands principes et il va s'agir à présent de les traduire dans des directives et des règlements parce que ce sont des grands principes très généraux. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut traduire ça dans de la législation avec aussi un mécanisme pour pouvoir contrôler l'application de cette législation, par exemple avec une autorité européenne du travail qui a véritablement des moyens pour aller aider les États membres à vérifier l'application et éventuellement formuler des sanctions. Donc en fait, ça doit être un puzzle à compléter. Nous avons la législation, nous avons une possibilité de contrôler, voire de sanctionner, et puis il faut aussi avoir des fonds européens qui permettent d'aider les personnes les plus fragilisées. Merci. Merci. Olivier de Scuter. Merci. Alors, je crois qu'il faut partir du principe que l'Union européenne a jusqu'à présent fait beaucoup pour la convergence des politiques macroéconomiques et pour l'imposition de la discipline budgétaire. Ces outils dont l'Union européenne dispose, notamment depuis le traité de Maastricht de 1992, ont été renforcés à la suite des crises financières et économiques en 2010-2012, et que par rapport à ce pied-là, le pilier social a été négligé. Donc il y a un déséquilibre auquel il faut remédier, et plusieurs des propositions qui ont été faites vont évidemment dans ce sens-là. Je pense tout à fait important, effectivement, qu'on aille vers plus d'harmonisation sociale. L'idée d'une directive qui harmonise le niveau auquel le salaire minimum doit être défini, par exemple à 60% du salaire médian, est une idée évidemment qu'il faut encourager. Et il faut que le semestre européen, qui est le principal mécanisme à travers lequel la Commission européenne appelle les États à rendre des comptes en matière de discipline budgétaire, soit accompagné d'une dimension sociale beaucoup plus forte et pas seulement le suivi d'indicateurs comme cela est rendu possible par le socle européen des droits sociaux. Il faut également que dans les mécanismes existants, le traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance, le mécanisme européen de stabilité, l'on ait la possibilité d'utiliser les flexibilités disponibles pour que les États puissent, au nom de la protection des droits sociaux, refuser certaines recommandations qui leur sont faites. Moi, j'étais en Grèce à 2 reprises pour évaluer les impacts des plans d'austérité imposés à la Grèce en 2010-2012. Et j'étais tout à fait stupéfait de voir combien on avait méprisé, le mot, je crois, ici n'est pas trop fort, bien que je n'aime guère les superlatifs, les droits de la population grecque. Donc il faut aller ici vers beaucoup plus de cohérence. Et enfin, dernièrement, puisqu'il a été question du BIT, moi je milite depuis 15 ans pour que l'Union européenne adhère à la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe. C'est extrêmement important que les développements au sein de l'Union européenne soient alignés sur cette Charte sociale européenne, mais encore il y a une dizaine de jours, j'étais à un séminaire de la Commission européenne sur les droits sociaux, j'avance à cette idée, et des fonctionnaires de la Commission européenne m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette charte? Est-ce que ça a vraiment une légitimité? Est-ce que ce Comité européen de droits sociaux, il a vraiment des raisons de siéger ?» Et je trouve ça proprement scandaleux. Merci, Maria-Arena. Merci. Alors, j'ai peut-être le privilège d'avoir siégé pendant 5 ans au Parlement européen. Et quand j'entends un certain nombre de déclarations aujourd'hui, je suis stupéfaite. Parce que je pense que Défi a dit qu'il siégerait à l'ALDE, donc l'Alliance des libéraux européens. Au niveau du PPE, on connaît la politique du PPE. À chaque fois qu'on est venu avec des propositions qui étaient par exemple des propositions de coordination de sécurité sociale qui permettent d'améliorer la situation des sécurités sociales dans les États membres, que ce soit l'ALDE ou le PPE, ont toujours voté contre. Et donc, c'est pas parce qu'on est à la veille des élections qu'on dit qu'on va changer. Donc il faut savoir que la logique est une logique d'austérité qui a été prônée et par le PPE et par l'ALDE. Et d'ailleurs, moi je me souviens, quand M. Tsipras est venu au Parlement européen, la personne la plus agressive à l'égard de la politique de M. Tsipras était M. Verhofstadt.
Et je me souviens, c'était le premier débat qu'on a eu par rapport à un pays qui était dans une situation extrêmement difficile face à l'austérité, et ça a été d'une violence extrême de la droite du Parlement européen. On a dû faire front, la gauche, pour maintenir la Grèce dans le giron européen et venir en aide à la Grèce par rapport aux politiques austéritaires qui étaient menées. Et donc, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Je crois dans la sincérité de mes collègues ici. La seule chose, c'est que, et comme Olivier l'a dit, il va falloir se battre. Moi, j'ai dû me battre à l'intérieur du groupe socialiste et démocrate pour faire passer des idées qui étaient des idées d'un commerce juste, équitable et soutenable. Et tu le sais, Olivier, ça n'a pas été simple à l'intérieur de la famille, mais on a réussi à changer la ligne. Et donc, je demande effectivement aux personnes qui sont ici de dire qu'elles vont mener un combat, mais dans des groupes qui sont majoritaires dans les logiques d'austérité. Je ne pense pas que le président du groupe PPE allemand qui vient de la CSU soit contre les politiques d'austérité. Et donc, comment allez-vous faire ? Je ne crois pas que l'ALDE, aujourd'hui, qui est pour d'une économie de la concurrence pure et dure, va pouvoir lutter aujourd'hui contre les politiques d'austérité. Donc, franchement, je devais le dire parce qu'on vous doit aussi cette sincérité. Merci. Okay. Il y aura l'occasion de répondre donc à la fin du débat. Vous aurez chacun un temps pour répondre. Oui. Alors, on va quand même répondre aux questions des étudiants pour le moment. Si on commençait juste à l'inverse, alors avec la question numéro 5 en matière d'Europe sociale, je ne sais plus qui avait le numéro 5. C'était vous ? Voilà. Alors la question qui était posée, c'était au-delà des discours, parce que les étudiants, je pense, en ont entendu. L'Europe sociale est-elle réellement possible ? Ou est-ce une problématique qui est condamnée à rester une prérogative nationale, donc une thématique politique nationale, soumise à la concurrence économique organisée au niveau de l'UE ? Mais non, évidemment. Moi, je suis convaincue que l'Europe sociale, elle est tout à fait possible. Je veux juste revenir sur ce que Mme Arena a dit sur le dialogue entre Guy Verhofstadt et Alexis Tsipras. J'y étais aussi. Il se trouve que j'y étais aussi. Et que ce que M. Verhofstadt avait reproché à M. Tsipras, c'était d'avoir incité la population à rejeter un plan de sauvetage. Je veux aussi rappeler que les députés libéraux MR, et Mme Arena le sait très bien, votent systématiquement en faveur de davantage d'Europe sociale. Il faut que vous le sachiez. En effet, il faut que la vérité soit faite. Alors, est-ce qu'on peut avoir une Europe sociale ? Oui, j'en suis convaincue. Initialement, les traités ne parlaient pas d'autre chose que d'améliorer les conditions de vie des citoyens européens et les conditions de travail. Et donc, il faut en revenir à cette intention initiale. Sommes-nous paralysés parce que nous n'avons pas grand-chose dans les traités ? Non, il y a dans les traités une clause qui s'appelle la clause horizontale, c'est l'article 9 si je ne me trompe pas, qui dit que chaque politique particulière adoptée doit avoir pour objectif une amélioration des conditions de vie des citoyens. Et donc je pense qu'on peut tout à fait utiliser cette clause horizontale pour avancer en la matière, comme on dit en anglais, when there is a will, there is a way. Merci. Numéro 4, c'était... Alors, en Belgique, l'exemple des transporteurs routiers et du secteur de la construction attire notre attention sur le dumping social. Comment arriver à en sortir au niveau européen ? Oui, alors c'est vrai que depuis 1996, ce sujet est à l'agenda européen avec une directive sur les travailleurs détachés qui, à l'époque, visait à protéger les travailleurs détachés en leur garantissant l'accès aux garanties de base qui sont celles des travailleurs locaux. Et cette directive a créé un problème de dumping social, puisqu'elle ne prévoyait pas l'alignement de la situation des travailleurs détachés sur plus qu'un noyau dur. Et la directive a été révisée. Je pense que c'est une révision qui est allée dans le bon sens, en imposant de manière plus forte l'exigence de non-discrimination. Mais c'est vrai que tant que l'harmonisation sociale ne sera pas plus complète, l'on continuera de voir des entreprises opérant à partir d'un État membre où les contraintes sont moins fortes, notamment en termes de contribution de sécurité sociale, détacher les travailleurs dans d'autres États sans respecter les règles d'une concurrence loyale. Donc il faut continuer à travailler. Les routiers posent des questions tout à fait spécifiques parce qu'évidemment, leur métier même étant d'être mobile quelques mois par an dans d'autres États membres, on a été obligé de prévoir un régime dérogatoire pour eux. Voilà. Merci.
Alors, la question numéro 3, c'était pour... Ah. La question numéro 3, c'était pour vous? Alors, l'Europe sociale... Ah, vous allez aimer cette question-là, c'est un hasard. L'Europe sociale est-elle possible sans Europe fiscale? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc je vous remercie pour la question. La réponse est évidemment non. D'ailleurs, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité de monnaie sans politique commune de défense. La monnaie, en fait, ça vaut zéro. C'est un papier qui brûle. Ça ne vaut que ce que, quelque part, un consensus entre nous fait que ça vaut autant. Après ça, on peut élaborer beaucoup plus. Mais donc, derrière, il faut une vraie politique qui donne un contenu. Et pour moi, c'est très clair que pour les entreprises, il faut une fiscalité européenne. L'injustice d'avoir des entreprises qui payent moins de taxes, en particulier les grandes, que les petites, n'est pas tolérable et fait que les gilets jaunes sont dans la rue, en partie. Je ne dis pas que tous les gilets jaunes sont de cette nature-là, mais l'Europe doit devenir plus juste, plus équitable. Et la seule manière, c'est d'orchestrer, comme c'est fait aux États-Unis pour le dollar, une fiscalité commune, en particulier pour les entreprises. Après ça, je voudrais bien élaborer sur les mutualisations des dettes et autre chose, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, numéro 2, Madame Persons. Que pensez-vous de l'instauration d'une allocation universelle au niveau européen? C'est aussi assez comique parce que mon travail d'étudiant final en droit était sur l'allocation universelle. Et on avait travaillé... Il y a manifestement un ou une autre qui a son travail aussi. Et on avait travaillé sur les lois belges. On avait fait des propositions de loi, en travaillant entre autres avec M. Van Breys, mais pour l'autre côté. Donc voilà. Alors, je trouve que ce serait positif. Je pense que ça ne va pas être facile, déjà, le faire arriver à un revenu minimum dans notre pays qui soit respecté, qui permette une vie digne, c'est déjà difficile. Mais je pense que l'on devrait travailler, et je pense que c'est aussi avec parfois des utopies et des projets dont on rêve, qu'on peut faire progresser socialement nos sociétés. Et donc, j'ai envie de dire oui, mais il faut confronter ça aux chiffres, à la réalité. Et il ne faudrait pas que ça provoque la fuite de certains États membres, parce que pour moi, le Brexit, c'est vraiment catastrophique en termes européens. Tout le monde ne partage pas cette idée de dire que le Brexit est catastrophique, mais bon, voilà. On va devoir passer là. Merci. Alors, numéro 1, c'était Maria-Arena. Comment l'Europe peut-elle concrètement s'occuper des plus démunis? Donc, quelles mesures pourrait-elle prendre? Alors nous, on a une proposition au niveau du groupe socialiste et démocrate. On a développé lors de la précédente législature, même un peu avant, l'initiative pour les jeunes, donc la garantie jeunesse. C'est un fonds de solidarité européen de plus de 8 milliards d'euros, 8,8 milliards d'euros. Nous voulions beaucoup plus. Et cette garantie jeunesse permet à des jeunes, pas comme vous, des jeunes qui sont en dehors des circuits, donc c'est-à-dire qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas d'emploi, qui viennent de milieux défavorisés, de venir les soutenir avec des programmes qui sont développés avec les États membres pour leur offrir une capacité de formation, de stage, d'emploi. Et aujourd'hui, par exemple, en région bruxelloise, c'est un mécanisme qui fonctionne extrêmement bien. Aujourd'hui, il faut aller voir les chiffres d'Actiris pour montrer à quel point ça marche bien. Et on s'est dit, eh bien, on va faire la même chose pour les enfants. C'est une garantie enfant, même mécanisme, c'est-à-dire un fonds de solidarité qui va lutter contre les systèmes de précarité des enfants aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'un enfant qui naît dans la précarité est un enfant qui a énormément de risques de rester dans cette précarité. Et donc il faut rompre le cercle vicieux aujourd'hui de la pauvreté. Merci.
Merci. Alors, on va passer à la troisième thématique que vous aviez sélectionnée, qui était la question migratoire. Et donc, en laissant à chacun d'abord la possibilité de s'exprimer en 2 minutes, avec l'idée de pointer vraiment la mesure concrète que vous entendez mettre sur la table lors de la prochaine législature. Si on commençait dans un autre ordre, est-ce qu'on commencerait de nouveau par une dame, par vous alors, et comme ça on circule vers la gauche et puis vers la droite? Quel sens de l'équité. Oui. La migration. Bon, je pense que la question qui se pose, c'est comment on va bâtir une Europe qui reste ouverte et qui en même temps est sûre. Alors nous, une priorité, ce sera de préserver la liberté de circulation à l'intérieur de Schengen. C'est un acquis fondamental. Je suis un peu plus âgée que vous, même carrément beaucoup plus âgée que vous. Et je me souviens du temps perdu à la douane quand on partait en voyage avec mon père. Sans parler des droits de douane dont les entreprises devaient s'acquitter. Alors, pour éviter de rétablir des contrôles dans l'Union européenne, il faut davantage de confiance dans les pays voisins et dans les pays qui contrôlent les frontières extérieures de l'Union européenne. Et donc, nous pensons que ces pays ne peuvent pas être laissés seuls dans la gestion des frontières extérieures et que nous devons travailler ensemble à mieux gérer ces frontières. Alors nous devons partager les responsabilités pour une raison toute simple, c'est que les frontières grecques ou les frontières italiennes, par exemple, ce sont des frontières de l'Union européenne. Et c'est pour ça que nous soutenons la création du corps de garde-frontières européen pour lutter notamment contre l'immigration irrégulière et la criminalité. Alors il va de soi qu'on doit aussi s'acquitter de nos obligations internationales et mieux partager les responsabilités dans le traitement des demandes d'asile. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, il y ait une grande majorité des demandes d'asile qui soient traitées seulement par 5 États membres. Certains États membres ne traitent simplement aucune demande d'asile. C'est inacceptable. Le Parlement européen a proposé une réforme du règlement Dublin qui distribue, comme vous le savez, les responsabilités entre les pays pour les demandes d'asile. Donc nous pensons que c'est possible et nous appelons le Conseil à oser également décider comme nous l'avons fait. Nous sommes convaincus qu'il faut aussi développer les canaux de migration légale en Europe pour permettre aux migrants de travailler de façon régulière, d'acquérir de nouvelles expériences et d'en faire profiter leur pays d'origine. En gros, nous considérons que la migration est simplement un fait séculaire et normal qu'il appartient de gérer. Et comment est-ce qu'on doit gérer ce phénomène? Le gérer ensemble. Pour un petit pays ouvert comme le nôtre, il est capital de travailler avec les pays voisins et aussi de travailler avec les pays d'origine des migrants. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous faisons le pari de la coopération au multilatéralisme et aussi la raison pour laquelle nous avons soutenu le pacte des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Je vous remercie. Merci. Alors, maintenant passe Monsieur Dumonceau. Vous avez le... Beaucoup a été dit et on doit s'interroger pourquoi ces gens viennent. S'ils viennent, c'est que l'Europe est attirante et que dès lors, l'Europe a du sens pour eux et les pays qui les composent aussi. C'est important de dire ça à l'heure où tout le monde veut l'éclatement de l'Europe, ou en tout cas beaucoup de gens parlent de ça. Mais ça implique aussi une responsabilité au niveau européen, j'essaie de compléter, de ne pas redire ce qui a été dit, vis-à-vis de la stabilité dans les pays limitrophes à l'Europe. On voit bien qu'on est de plus en plus dans des zones de guerre, il y a des marchands d'armes, il y a des intérêts du pétrole, et dès lors, il est impératif, pour moi, que l'Europe adapte et commence à avoir une politique étrangère commune et des investissements. Il faut savoir que, par exemple, nous investissons, l'Europe, collectivement, 4 à 5 fois plus que les États-Unis dans les pays extérieurs si on mutualise l'Agence française de développement, la coopération belge au développement, le GZS, l'Allemagne, etc. Parce qu'on dit l'Europe, mais l'Europe n'est composée que de pays. L'Europe, ce n'est que 1,28% du PIB en termes de budget et en termes de moyens. Et donc, collectivement, on a intérêt à chercher des alliances extérieures en Méditerranée en particulier. Et bien entendu, je rejoins les différentes... ce que vous avez mentionné, nous ne pouvons pas laisser quelques pays assumer d'être les premiers.
il faut que nous ayons une solidarité, et bien entendu, il faut répartir la charge, entre guillemets, et l'accueil dans chacun des pays aux proportions de nos populations et de nos moyens. Et ça doit être vrai pour l'ensemble du pays, des pays. Merci. Moi, je suis vraiment heureuse et touchée que ce sujet-là soit mis en avant parce que c'est parfois éludé dans les débats européens. C'est assez étonnant. Ça a été ce qui a focalisé quand même l'attention pendant des mois et qu'il focalise encore tous les jours, puisque encore la gare du Nord à Bruxelles, ça remet en avant cette question. Et donc, dans le programme Défi, vous trouverez vraiment beaucoup de propositions par rapport à la politique migratoire. Et nous avons fait le choix, au niveau de la liste à la Chambre, au niveau de Bruxelles, de proposer la tête de liste à François de Smet, philosophe, mais qui était directeur du bureau de Myria au niveau belge, donc qui est spécialiste sur ces questions de migration. Je vous invite vraiment à lire le blog Chemin de traverse de François de Smet parce que c'est profondément humain, mais aussi profondément concret. Et alors, je ne peux pas mettre un point en avant, je veux rapidement en dire, je vais essayer 4. Il faut une vraie politique migratoire. Et si possible, un commissaire européen et un ministre belge qui ait dans les mêmes mains la migration et la coopération au développement et ce qui concerne le droit des étrangers. C'est très important de pouvoir travailler là-dessus. Il faut donner la priorité absolue aux droits humains. C'est essentiel, c'est le premier point que l'on met en avant. Il faut mettre immédiatement fin à l'enfermement des familles avec enfants. Il faut interdire dans la loi le renvoi des étrangers vers un pays où ils risquent la torture. C'est un point essentiel. Deuxième priorité, c'est d'avoir la mise sur pied d'une politique européenne harmonisée de l'asile avec des quotas obligatoires par État membre. Et si on ne respecte pas ces quotas, on est pénalisé au niveau des aides européennes. Et j'arriverai pas au bout des 3 points, mais nous voulons aussi travailler très clairement sur l'ouverture du chantier de la migration économique. On a besoin, et ça peut être vraiment un accord humain et de droits de l'homme très important, d'avoir cette force vive financière qui vient au niveau européen. Voilà. Merci, Maria-Arena. Normalement, il y a 2 micros. Ouais, voilà. Alors, la question migratoire a fait un consensus au niveau du Parlement européen, tout groupe démocratique confondu, et donc les personnes qui sont ici y ont participé. On avait un plan au niveau du Parlement européen qui disait clairement qu'il fallait, d'une part, faire la distinction entre la crise humanitaire et la mobilité plutôt que la migration. Donc la crise humanitaire doit répondre à un certain nombre de critères qui sont des critères humanitaires et qui sont liés à la Convention de Genève, c'est-à-dire une obligation d'étudier cas par cas les situations qui sont les situations de survie des personnes qui demandent l'accueil. Première chose. Deuxième chose, nous avons proposé qu'il y ait des centres d'accueil sur le territoire européen, c'est-à-dire de premier accueil, qui définissent effectivement et qui analysent la situation de chaque personne et qui, sur cette base, envoient les personnes accueillies dans les différents pays avec un quota de répartition sur l'ensemble des États membres, avec un fonds de solidarité qui vient aider effectivement les États membres qui accueillent ces personnes. C'est la deuxième proposition. La troisième proposition, qui est liée à celle-là, c'est qu'il faut arrêter le règlement Dublin, on l'a dit, parce qu'aujourd'hui, il fait peser la responsabilité sur 4 pays, alors même que si on prend depuis 2015, c'est-à-dire au top de la réalité de la migration, eh bien, on aurait compté plus ou moins 3 demandeurs d'asile pour 1000 citoyens européens. Si on l'avait fait de cette manière-là, c'était tout à fait tenable. Malheureusement, les États membres se sont opposés. Certains États membres ont dit « pas question d'accueillir un seul demandeur d'asile sur le territoire ». Et donc, ça a posé la question de la crise, effectivement. Et enfin, il faut lutter contre les passeurs, c'est-à-dire les criminels, tout en ne criminalisant pas
les ONG qui aident. Et c'est toute la difficulté et la différence. Donc la différence avec, je dirais, une position qui est une position de notre État, de la Belgique aujourd'hui, qui veut faire, par exemple, des centres de tri en Libye, par exemple, ou en Tunisie. Nous sommes contre. Nous devons prendre nos responsabilités sur le territoire européen parce que nous devons respecter les droits de l'homme alors que les Libyens, les Turcs ou les Tunisiens n'ont pas les mêmes exigences en matière de respect des droits de l'homme, par exemple. Merci. Olivier de Scutter. Merci. Alors, impossible de ne pas commencer par dire combien j'ai honte parfois d'être belge face à un gouvernement qui enferme des enfants, des familles, face à un gouvernement qui ne traite pas la situation des réfugiés qui arrivent chez nous et qui délègue ça aux ONG qui, par ailleurs, sont criminalisées pour les services qu'elles rendent. Ceci est proprement scandaleux. Et j'avoue avoir quelques mal à rester ici dans une tonalité neutre, comme ici à des débats académiques. Il n'est pas acceptable de continuer dans cette voie. Au fond, l'Union européenne a échoué à réformer le règlement de Dublin de 2003. Effectivement, cela aurait été souhaitable. Et à la place de cela, elle a criminalisé l'aide aux réfugiés. Elle a surtout externalisé à la Turquie, d'abord en 2005, fin 2005, début 2006, depuis 2016. Elle a externalisé vers la Libye le traitement de la question migratoire. Aujourd'hui, 338 millions d'euros qui devraient aller à l'Afrique pour le développement sont en fait versés aux autorités libyennes pour qu'elles empêchent les gens d'arriver chez nous, y compris avec l'autorisation d'aller dans les eaux internationales stopper les personnes qui cherchent refuge chez nous. Et il est inutile de dire que l'accord avec la Turquie, pays qui viole les droits de l'homme à grande échelle, est un accord qui permet à la Turquie de ne pas avoir à subir davantage de reproches pour les violations qu'elle commet des droits de l'homme, parce qu'ils acceptent de traiter ou d'accueillir chez eux les Syriens, les Afghans, les Irakiens qui arrivent chez eux dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Et l'Europe paye pour cela 6 milliards d'euros. Alors que faut-il faire ? D'abord, effectivement, il faudrait continuer à travailler sur la réforme de Dublin. Il faut créer un statut de réfugié climatique, parce que beaucoup de personnes migrent, non pas seulement, comme Cédric Dumonceau à juste titre le dit, parce qu'elles sont attirées par l'Europe, mais aussi parce qu'elles ne peuvent pas vivre décemment ailleurs, y compris en raison des ruptures climatiques. Et puis créer des voies d'accès sûres, légales, à la migration, pour que des personnes qui fuient les guerres et les persécutions puissent être accueillies chez nous dans des conditions dignes. Merci beaucoup. Alors le temps passe, donc maintenant je vais vous demander, comme dernière intervention conclusive, une réflexion sur 3 questions qui ont été prises parmi les questions que les étudiants ont posées et qui renvoient à la relation entre les citoyens et l'Europe. Alors la première, c'est comment rapprocher les citoyens européens de l'Union européenne. Que pensez-vous du rêve des États-Unis d'Europe? Et puis une question peut-être un peu plus piquante. Comment pensez-vous arriver à faire à 27 ou encore à 28 ce que la Belgique n'arrive même pas à faire avec 3 régions et 3 communautés? Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que vous pensez, vous, comme Belge, apporter à l'Union européenne alors que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur une série de politiques en matière d'environnement, d'énergie ou d'autres? Voilà. Pour compliquer sensiblement la tâche, comme il est 13h54, vous avez évidemment 1 minute chacun pour choisir et résumer une pensée brillante sur ces questions fondamentales. Voilà, on va commencer peut-être par Monsieur Dumonceau. On va essayer 1 minute. Hein. Oui. Mon rêve pour le premier, rapprocher le citoyen, c'est de le mettre dans son portefeuille. Je m'explique. Vous avez entendu, j'ai dit, je pense que l'euro va éclater si on ne fait rien. Le Brexit est un premier élément. Et donc, je rêve que, aussi, fondamentalement, on n'a pas de problème, l'Europe. Hein. On est 4 fois plus riche que les Américains en taux d'épargne. Et eux se financent à crédit. Et donc, ils se financent sur notre dos parce que notre épargne fout le camp là-bas. Et donc, quand je dis, je veux vous mettre un passeport européen dans le portefeuille, c'est un carnet de dépôt, de façon que nous puissions commencer à mutualiser nos dettes. Et c'est toute une politique monétaire derrière. Voilà, j'ai voulu donner une image. C'est un carnet de dépôt européen. Évidemment, il y a aussi des choses plus concrètes, comme par exemple, 1 fois par an,
les parlementaires se réuniraient au Sénat ou à la Chambre avec le Premier ministre, de façon que les États, et ça répond peut-être à la troisième question, soient les promoteurs de cette politique européenne. Parce qu'on ne fera pas l'Europe sans les États. Et l'État fédéral belge, en effet, doit pouvoir le faire. Voilà, je sais un peu court. Hein. Ouais. Voilà, mais je pense que la Belgique a toujours été, et c'est ça le succès, on n'est pas si malheureux que ça en Belgique, hein, il ne faut pas non plus. Moi, je m'entends bien avec les Flamands, je joue au hockey, mon fils va aller en Flandre. Il faut pas non plus tout négliger. Les politiques divisent beaucoup, mais in fine, je pense qu'on est un beau terreau de la rencontre entre deux grands peuples, le peuple on va vous demander de et passer le la peuple parole, latin, s'il vous plaît. voilà. Et on est avec plein de nationalités Troisième rappel à l'ordre Caroline Persson. Caroline Persson. Alors, comment rapprocher... D'abord, nous sommes, et on l'a dans le nom du parti, fédéraliste, et on est des fédéralistes européens. Donc on veut aller vraiment vers des États-Unis d'Europe, moi je rêve d'avoir des élections européennes qui sont séparées des deux autres scrutins, pour qu'on se concentre plus sur ces élections européennes, bien que je trouve qu'il y a quand même quelques beaux débats européens durant ces élections. On est des fédéralistes. Pour rapprocher les citoyens de l'Union européenne, il faut que l'on se rende mieux compte de tout l'apport de l'Europe. Donc il y a, je pense, un effort à faire en termes de connaissances, à travers la presse, de mise en avant de tous ces investissements européens. Et je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des grands chantiers européens très porteurs, qu'on retrouve un TGV du fret, que l'on ait des grandes industries européennes qui respectent les principes du développement, et qui payent leurs taxes, et une taxe GAFA, oui. Et à 28, on peut y arriver si on se parle et qu'on arrive à casser la règle de l'unanimité. Merci, Maria-Arena. Oui, je vais commencer par est-ce qu'on peut faire à 28 ce qu'on n'arrive pas à faire à 2 ou à 3 au niveau belge. Oui, et d'ailleurs on l'a déjà fait. J'ai presque l'impression qu'on peut imposer à la Belgique des choses qu'elle n'a pas envie de faire entre flamands et francophones. Et donc oui, l'Europe peut faire plus que ce qu'un seul pays peut faire. Et il faut bien entendu y travailler, il faut faire des alliances, mais je pense qu'on peut faire mieux que ce qu'un seul pays ou que 2 régions peuvent faire. 2, comment rapprocher le citoyen de l'Europe ? Moi, je rencontre beaucoup d'étudiants qui viennent au Parlement européen et je leur pose toujours 2 questions. Dites-moi 3 sujets qui ont été discutés en Europe dernièrement et dites-moi 3 sujets qui ont été discutés en Belgique dernièrement. Eh bien, en général, ils me répondent sur ce qu'on discute à l'Europe, ils ne savent pas ce qu'on fait en Belgique. Et donc, dire qu'il y a un désamour du citoyen vis-à-vis de l'Europe, je ne pense pas. Il y a un désamour parfois du citoyen vis-à-vis de la politique et peut-être qu'on devrait se poser la question de manière plus générale, comment refaire le lien, retisser le lien de l'éducation permanente vis-à-vis des citoyens de manière générale. La plupart des personnes que je rencontre, ils sont très intéressés par l'Europe. Par contre, ils sont parfois déçus de la question européenne, c'est-à-dire qu'ils ne sentent plus l'Europe comme étant un projet qui les fait rêver. Et là, on doit revenir dans des priorités qui sont des priorités qui redonnent envie. Les pères fondateurs ont créé l'Europe contre la guerre. Nous devons penser l'Europe pour un avenir meilleur pour les citoyens et il faut qu'on choisisse ces priorités avec vous. Merci. Olivier de Scuter. Merci. Moi aussi, je suis fédéraliste. Je crois que l'Europe doit avancer. Et je constate que dans l'histoire de la construction européenne, elle a avancé quand elle s'est dotée de grands projets visionnaires qui permettaient de réconcilier les impératifs de court terme que les gouvernements des États membres se donnaient. Union économique et monétaire, marché intérieur, espace de liberté, de sécurité et de justice, c'est la même logique où on avance à partir de grands chantiers qu'on ouvre. La commission Juncker a été prise de court par la crise des réfugiés de 2015-2016, par les débats qui ont agité la question de l'état de droit dans l'Union européenne. Elle n'a pas su donner ce grand chantier et donner envie de plus d'Europe. Mais il faut ouvrir un grand chantier et on peut le faire avec les citoyens. Je donne juste un exemple, celui de ce débat sur la politique alimentaire commune que nous avons promis depuis 3 ans à partir de 400 organisations impliquées dans la proposition de formulation, dans un processus d'intelligence collective qui était trans-européen et qui, je crois,
va permettre de faire des propositions qui seront prises en compte dans la prochaine législature à partir de ce que les citoyens amènent comme proposition. Merci. Oui, je vais juste revenir sur la question comment faire à 27, 28, comment travailler à 27, 28. Bon, c'est pas comme si nous n'avions jamais eu de problème quand nous étions 6, mais je pense qu'ici, il y a un véritable problème dans une espèce d'instrumentalisation de la règle de l'unanimité. La règle de l'unanimité, quand on est aussi nombreux, c'est vraiment la recette de la paralysie, de l'inertie, de l'échec. Que ce soit en matière fiscale ou que ce soit par exemple en matière migratoire où les traités nous disent qu'on pourrait utiliser la règle de la majorité et où certains veulent imposer le consensus. Et donc là, il y a une véritable interrogation parce que cette règle de l'unanimité, lorsque son usage est abusif, elle permet simplement de donner un droit de veto à certains pays qui ont un intérêt simplement à ce qu'on ne trouve pas de solution au niveau européen. Donc je pense que le focus doit être vraiment mis sur cette règle et l'usage abusif qui peut en être fait. Merci. Voilà, alors on arrive malheureusement au terme de cette séance. On aura envie de continuer parce que sincèrement, vos questions étaient formidables, y compris celles qui viennent encore de nous parvenir. Voilà, ça me donne presque envie d'avoir un blog, moi qui déteste les blogs, de manière à vous permettre d'interagir encore avec les candidats. Mais en tout cas, vous avez vraiment super bien joué le jeu et voilà, moi ça me donne envie de continuer à réfléchir à comment vous permettre d'interagir. Et désolée pour toutes les questions qui n'ont pas pu être posées, on a essayé de rassembler en fait vos questions autour des thématiques qui revenaient plusieurs fois. Alors, nos remerciements vont aussi aux candidats qui ont été bien courageux quand même. On les a soumis à un exercice difficile avec un temps de parole absolument ridicule sur des thématiques complètement fondamentales. Et donc, on les a un peu sortis d'une zone de confort où on peut parler longuement. On les a presque soumis à la dictature du tweet, ce qui est encore plus insupportable que les blogs. Mais bon, voilà, on avait 1h15, 1h30 ensemble. N'oubliez pas que vous êtes à l'université et ce qu'on fait ici, c'est d'exercer son esprit critique. Donc, ce que vous faites en sortant d'ici, c'est d'aller vérifier vos sources. Hein, c'est comme ça qu'on travaille, sans évidemment croire à l'argument d'autorité d'où qu'il vienne. Et enfin, dernier petit mot avec des remerciements, c'est qu'on est le 8 mai, ça tombe, c'est un hasard, on n'avait pas pensé, voilà, ça s'est fait comme ça parce qu'en fonction des contraintes de calendrier, on s'est retrouvés un 8 mai, avec un énorme chemin parcouru depuis le 8 mai que nous célébrons aujourd'hui, et dans un luxe quand même incroyable, qui est d'être ici en paix, avec, j'espère, des étudiants Erasmus qui viennent d'un peu partout, qui ont pu participer aujourd'hui, et quand même dans un confort matériel qui, il ne faut pas l'oublier, nous est en partie fourni par l'Union européenne. Voilà. Ouais. Voilà, un grand merci à tout le monde et à nos candidats courageux.